Le programme prévoit des mesures à engager à court, à moyen et à long terme. C'est justement pour s'imprégner de ce programme, fruit du nouveau ministre de l'Énergie, que le chef de l'État a accordé cette audience au patron du département énergie, Spéro Messan. Dans les détails, il a expliqué au chef de l'État la teneur de sa proposition. Les mesures d'urgence, c'est pour régler les problèmes les plus urgents auxquels fait face notre pays dans le secteur de l'énergie. Nous voulons augmenter les capacités de production et baisser les coûts de production. Pour cela, nous prévoyons faire la réparation de centrales actuellement en panne, à Natitengu, Parakou, Porto-Novo et potentiellement Cotonou, pour un total de 50 MW que nous pouvons emmener sur le réseau. Nous avons demandé une aide spéciale d'appoint auprès de la France lors de la visite du président de la République François Hollande pour nous accompagner sur ce projet-là. Ensuite, dans les mesures d'urgence, nous avons prévu la mise en projet de 2 centrales solaires de 20 MW chacune. L'importance de ces 2 projets, c'est qu'on peut les réaliser relativement rapidement. Une fois qu'on aurait signé les contrats, nous pouvons déployer des centrales de 10 MW à 20 MW entre 6 mois et 18 mois. Donc ces 2 projets vont nous permettre d'augmenter les capacités de production de 90 MW. L'autre projet qui fait toujours partie des mesures d'urgence, c'est d'amener du gaz en quantité et à coût compétitif sur le site de Maria Gleta pour pouvoir opérer et exploiter les usines, les turbines de Maria Gleta qui sont aujourd'hui à Jet 1 et qui coûtent extrêmement cher et qu'à toute fin pratique nous n'utilisons pas, sauf dans des cas extrêmes, de les utiliser, de les exploiter au gaz. Ça mettrait à notre disposition une capacité totale de 68,5 MW. Donc quand on fait le calcul de tout ça, nous pouvons mettre à la disposition de nos compatriotes, si nous avons les financements évidemment, nous pouvons mettre à leur disposition d'ici les 12 prochains mois jusqu'à 170 MW. Depuis quelques années, le gouvernement béninois a entrepris des réformes dans le secteur des télécommunications, réformes visant à impliquer le secteur privé pour plus d'efficacité. Dans le cadre de ces réformes, des partenariats publics-privés sont mis en place et permettent de donner la fibre optique aux entreprises. Les récents investissements, par ailleurs, ont permis la réduction du coût des services offerts par Bénin Télécom. L'ultime but, c'est de parvenir, conformément au chronogramme, à l'ouverture du capital de cette société. Le directeur général et ses équipes, sous la supervision du gouvernement, s'y attelle. À ce jour, nous avons 3 entités qui sont dans le processus de réforme. Bénin Télécom Infrastructure, qui va s'occuper de la mise à disposition de la fibre optique pour l'ensemble des opérateurs du secteur, donc emmener véritablement la fibre optique partout dans les 77 communes du Bénin. Rappelez-vous que nous avons déjà à ce jour 2 câbles sous-marins, un câble SAT-3 déjà depuis 2003 et tout récemment, depuis juillet 2015, un nouveau câble ACE. Donc le Bénin aujourd'hui est connecté par 2 câbles sous-marins fibre optique. Donc Bénin Télécom Infrastructure va se charger de distribuer ces capacités que nous avons. Nous avons beaucoup de capacités. Nous avons vraiment assez de capacités pour les 10-15 prochaines années au niveau du développement du Bénin pour permettre le haut débit partout. Donc la fibre optique, les projets de fibre optique vont pouvoir vraiment s'implémenter. Et aujourd'hui, il est important qu'il y ait des privés qui rentrent dans le capital pour pouvoir nous aider à développer ces projets-là très rapidement. Des partenariats sont en cours de négociation à ce sujet et très rapidement, avant la fin de l'année, nous allons avoir justement des offres par rapport à cela et pouvoir développer réellement les infrastructures. Deuxième axe, il s'agit de l'Internet et des services de téléphonie et des services haut débit directement dans les ménages et au niveau des consommateurs. À cet effet, Bénin Télécom Services et Libercom sont dans un processus aussi au niveau de la restructuration et nous avons rendu compte de l'état d'avancement de ce processus d'ouverture de capital. En effet, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec
plusieurs cabinets qui vont pouvoir nous accompagner là-dedans, avec un cabinet qui nous accompagne et plusieurs investisseurs. Et nous sommes en train de mettre en place ce qu'il faut au niveau stratégique pour que ces entreprises, ces opérateurs nationaux ou internationaux puissent s'intéresser au potentiel que représente aujourd'hui les TIC au Bénin. Il faut rappeler que le numérique aujourd'hui est un pilier pour le progrès au niveau du Bénin. Et imaginez un peu ce que l'informatisation et le haut débit peuvent emmener réellement au Bénin. On a lancé récemment la 4G et plusieurs autres opérateurs ont suivi par la suite. Et avec cela, comme on l'avait expliqué, on pourrait permettre à des entrepreneurs d'avoir accès plus rapidement aux services gouvernementaux. Donc on parle ici par exemple de faire ces déclarations en ligne plus rapidement. Le haut débit emmène des perspectives d'avenir, Et aujourd'hui, les investissements requis au niveau du secteur du haut débit et des télécommunications en général sont énormes. Il faut beaucoup investir. Pour mettre en place réellement le haut débit au Bénin, on parle des investissements de projets de près de 700 milliards. Il est difficile et voire même impossible pour l'État de continuer à subventionner ce secteur comme ça. Il est important qu'aujourd'hui ce secteur se prenne en main et c'est cela l'objectif final de cette réforme. Le Bénin présente aujourd'hui un environnement favorable à l'investissement. Le temps de création des entreprises est sensiblement réduit. Il est de 24 heures et le temps d'accès à une ligne téléphonique est également ramené de 152 jours à moins de 30 jours. Selon le directeur général de Bénin Télécom, le chef de l'État est attaché à l'aboutissement rapide des réformes dans le secteur. L'ambassadeur du Japon près le Bénin était au cabinet du chef de l'État. Le président de la République a évoqué avec l'ambassadeur l'état de la coopération entre le Bénin et le Japon. Nous avons évoqué le projet qui tient toujours le cœur, le président de la République, le projet du village millénaire, et surtout dans la commune de Bonu. Donc le Japon a été sollicité pour financer ce projet en utilisation du fonds de contrepartie et le gouvernement japonais a déjà accordé le consentement pour utiliser une partie du fonds de contrepartie pour ce projet. Et je crois que l'état actuel chose, c'est que les experts et les personnes, disons l'autorité compétente, font des identifications de lieux concrètes et si tout est prêt, et nous sommes prêts à faire des lancements officiels de ce projet. Politique à présent, meeting politique des jeunes du mouvement Patrie et Démocratie MPD à Bomey-Calavi. Il s'agit pour ces jeunes de se préparer, d'affûter les armes par rapport à la présidentielle de février 2016. Alors à ce meeting politique à Bomey-Calavi, ils ont invité le général Fernand Amosso. Clotaire Awekoum, François Frédici. Trois substantifs, jeunesse, patrie, démocratie, et un homme, le général Fernand Amosso, justifie ce rassemblement des jeunes et pour cerner les tenants d'aboutissants de ce meeting de la jeunesse du mouvement Patrie, démocratie, MPD en sigle, le florilège des messages renseigne davantage. Vous avez tapé à la bonne porte, la porte de l'intelligence collective. La porte va s'ouvrir, la porte de ceux qui veulent travailler pour le bien commun. La porte de ceux qui privilégient l'intérêt général aux intérêts privés. La porte de ceux qui veulent retrouver le sens du partage et de la solidarité nationale. La porte de ceux qui veulent reprendre leur destin en main. Et puisque vous avez frappé à la bonne porte, je vous le dis, comme dit l'adage, finissez donc d'entrer pour partager ce combat avec nous. J'espère qu'après cette sortie, tout le peuple béninois saura qu'en 2016, c'est lui. Il est le symbole vivant du patriotisme et de leadership qui peut ensemble avec nous porter notre cause. Chers jeunes, chers compatriotes, notre nation a besoin d'être servie avec patriotisme et engagement pour relever les défis de notre quotidien et de notre avenir. Qui mieux que Fernand Amosso pour ensemble nous y conduire?
Être jeune, c'est l'envie de vivre, c'est l'envie de croire, c'est l'envie d'espérer, c'est l'envie de regarder l'avenir avec confiance. Je suis venu vous dire la vérité. Je suis venu vous parler vrai, sur vos vraies préoccupations. Agir est ma devise. Et je suis venu vous dire qu'il vous faut agir. Et c'est en définitive le devoir suprême d'un homme d'État, devoir que je fais serment devant vous d'assumer. Ce meeting de la jeunesse du mouvement Patrie Démocratie, avec comme hôte d'honneur le général Fernand Moussou, les ingrédients sont donc bien réunis pour comprendre que cela joue dans le tempo de la pré-campagne pour la présidentielle de février prochain. Un groupe de jeunes observateurs béninois se prononce sur certains faits marquants de l'actualité au Bénin face à la presse nationale. Ils ont apporté leur point de vue sur certains sujets, notamment les élections législatives, la formation du nouveau gouvernement et la visite d'État du président français François Hollande. Abdoulaye Koudous. D'abord, le rectificatif apporté à certains propos faisant croire que le chef de l'État est fini. Ces propos ont été contredits tout simplement par les résultats issus de ces élections législatives parce que, in fine, la formation politique du chef de l'État s'en est tirée avec 33 députés. Plus loin, la bataille du perchoir du Parlement conforte plutôt, selon les conférenciers, les FCBE dans leur position de leader. Ces observateurs parlent donc de révélation d'un jeune candidat de la mouvance qui a perdu sur le fil. Pour qui sait lire entre les lignes et qui sait observer la vie politique nationale, lorsqu'on a un duel Adrien Rumbedi et Komi Koutié avec ce score-là de 42-41, on ne peut pas dire que le jeune ministre a échoué. Pas d'échec également dans la formation du nouveau gouvernement. Le président Boni Yahi a été très bien inspiré. Le premier ministre Lionel Zinsou est conseiller spécial à l'économie de près de 5 ou 6 chefs d'État de par le monde entier, et rien que de grandes puissances. Et lorsque quelqu'un comme ça, avec le management du chef de l'État, accepte venir servir son pays, nous pensons que l'acharnement né au lendemain de cette nomination n'avait pas sa raison d'être. Autre fait relevé, la polémique créée au lendemain de la visite du président français. Il est venu dire haut et fort au peuple béninois d'être très fier de sa démocratie. Il a vanté l'exemple démocratique béninois comme pour dire que la communauté internationale reconnaît et salue les efforts de paix et de développement qui sont consentis par le président de la République, le Dr Touma Boni Yahi. Au regard de ces avancées enregistrées par le Bénin ces derniers mois, les conférenciers viennent à cette conclusion. Pour nous, cette visite de François Hollande est donc un bon point politique décerné au Bénin et à son président, le Dr Touma Boni Yahi. C'est aussi une leçon pour ceux qui estiment que rien ne va dans le pays. Donc nous allons lui demander de continuer à faire confiance à la jeunesse et de ne pas baisser les bras du tout, car ce qu'il a commencé est bien et il doit finir dans la même lancée. L'Afrique du Sud décidé à accompagner le Bénin pour le développement du secteur des transports. Les deux pays ont signé des accords de coopération dans ce sens. Le paraphe des documents a été effectué par les ministres des Transports des deux pays. C'était vendredi dernier à Cotonou. Ibrahim Lawani pour le reportage. Le secteur béninois des transports nécessite des investissements pour son développement. L'Afrique du Sud s'engage à y apporter son expertise et ses ressources. La signature des deux accords de coopération en matière de transport et de construction de l'aéroport de Glodjigbe entre les États béninois et sud-africains est la matérialisation de la volonté de ce dernier à accompagner le Bénin pour la modernisation de son secteur des transports. Le premier document qui porte sur l'accord de coopération entre nos deux pays en matière des questions relatives au transport permettra à nos deux pays de faire valoir leur expérience dans la mise en œuvre de l'entretien et le financement de projets d'infrastructures de transport en collaboration avec les organes publics et privés compétents dans nos deux pays.
La coopération envisagée portera sur plusieurs domaines dont les plus importants sont le domaine de l'aviation civile, le domaine maritime fluvial, le domaine des infrastructures de transport terrestre et leur sécurité dans lequel les parties vont particulièrement s'engager pour le développement, la planification et la construction de réseaux routiers sécurisés, l'entretien d'infrastructures routières et ferroviaires, l'échange d'expériences techniques, la protection des infrastructures. L'Afrique du Sud, dans un esprit panafricain, attache une importance à la coopération avec les États du continent. Le développement et la prospérité de l'Afrique demeure un objectif clé du gouvernement sud-africain. Les perspectives des principes du gouvernement au fin de l'avancement de la Renaissance africaine. La construction de l'aéroport de Glodjibé, objet du deuxième mémorandum, va à terme propulser le Bénin vers un horizon plus prospère. En prélude à la COP 21, conférence de Paris sur le climat, en décembre prochain, une délégation française a tenu une rencontre avec les cadres du ministère de l'Environnement, conduite par M. Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du président français, François Hollande. Eh bien, cette délégation a eu connaissance du niveau d'avancement du Bénin sur la préparation de la dite conférence. Reportage Blaise Adankbo, Patrick Pénon. Cette rencontre vise pour la délégation française de s'enquérir des efforts que fournit le Bénin contre le changement climatique, mais aussi et surtout de prendre connaissance du niveau de préparation du pays à la prochaine conférence de Paris sur le climat dénommée COP 21. Selon le ministre de l'Environnement, le Bénin se prépare activement pour cette conférence. Depuis la dernière COP à Cancun qui s'est tenue au Mexique, le Bénin se prépare activement pour que sa participation à cette COP soit une participation de qualité. Une équipe d'experts travaille sur le dossier avec des professeurs d'université, les climatologues, les ONG et nous-mêmes, les privés aussi d'ailleurs. Ce document est en cours de préparation, d'élaboration par l'équipe d'experts dont je venais de parler. Le Bénin jouera sa partition. La mission principale de cette délégation n'est pas de défendre les intérêts de la France, mais de rassembler tout le monde à cette COP 21. La période nécessite que l'on soit exigeant. On est dans une situation inédite que la communauté internationale n'a jamais connue, une situation de vulnérabilité absolue, où on découvre tout d'un coup que la place de l'homme à la surface de la planète tient sur un petit fil excessivement étroit. Et que la protection de la planète, ce n'est pas simplement la protection de la planète, c'est bien la protection de l'humanité. C'est un enjeu de solidarité. Vous le savez beaucoup mieux que moi. C'est un enjeu de solidarité parce que ça pénalise prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Voilà, simplement vous dire, voilà, ma mission est de rassembler. Rassembler les acteurs économiques, rassembler les décideurs politiques, rassembler les autorités religieuses, spirituelles, tous ceux qui peuvent mobiliser et faire en sorte que les responsables des États qui seront à Paris, les 195 États, eh bien, écrivent l'histoire à Paris, ne la subissent. Ma mission, c'est de faire en sorte que nous soyons dans cette vérité, dans cette transparence, dans cette exigence. Tous les États du monde n'ont pas le même degré de vulnérabilité, mais sont tous concernés. Et Nicolas Hulot promet d'être le porte-parole auprès des pays les plus vulnérables. Le ministre de l'Intérieur prend contact avec les structures sous sa tutelle. À cet effet, Placide Azandé a tenu une séance de travail, une première après sa prise de fonction avec les délégués militaires départementaux. Blaise Adankbo et Sébastien Varro nous en disent un peu plus. Ces délégués militaires départementaux travaillent aux côtés des préfets dans les départements du Bénin. Ils ont pour principale mission d'assurer la défense du territoire national. La présente rencontre vise non seulement à prendre contact avec le nouveau ministre, mais aussi à renforcer les stratégies afin de réussir leur mission. Le ministre vient d'être nommé à la tête de ce département et il est de bon ton quand même que tous les délégués militaires qui sont en service dans notre pays, à savoir les 6 départements anciens, puissent le rencontrer, mais prendre des directives chez lui pour savoir comment nous allons collaborer pour l'aider pour la tâche que le président vient de lui confier.
Selon le ministre de l'Intérieur, cette rencontre a tout un sens. Cette séance est vraiment bienvenue parce que, vous savez, dans le cadre de la sécurisation du territoire national et dans le cadre du maintien de l'ordre public, les délégués militaires départementaux sont auprès des préfets, étant nommés ministres tout nouveaux de l'Intérieur. C'est un devoir que de les rencontrer pour connaître l'état des lieux et voir avec eux la dynamique que nous voulons imprimer, comment ils vont accompagner cette dynamique-là. Les délégués militaires départementaux couvrent chacun 2 départements. Ils font périodiquement un compte rendu de leur mission à leur ministre de tutelle. Une semaine après le lancement commercial, les responsables du réseau de téléphonie mobile MTN donnent l'opportunité aux chefs d'entreprise de découvrir la 4G, une nouvelle génération Internet. Eh bien, les participants à cette soirée MTN souhaitent le bon fonctionnement de ce service. C'était vendredi dernier au Bénin Marina à Cotonou. Jean-Claude James et Calvador Aoudou. Portable et ordinateur. 2 supports utilisés simultanément pour tester la nouvelle génération d'Internet 4G de MTN. L'exercice occupe tous les chefs d'entreprise conviés à cette soirée MTN pour se convaincre de cette révolution technologique. Avec le 4G, tout va plus vite grâce à un débit jusqu'à 10 fois plus rapide que le 3G+. Les avantages de 4G: avec le 4G de MTN, la vidéoconférence devient réellement mobile. Une collaboration étroite entre tous les collaborateurs de l'entreprise. L'espace de travail accessible n'importe quand, n'importe où, encore plus facilement avec le 4G LTE de MTN. Pour le moment, 12 sites, dont 2 à Abomey-Calavi et 10 à Cotonou, sont couverts par la 4G. Mais quels sont les avantages pour les entreprises? Fluidité dans le partage des documents, rapidité d'affichage, émission et réception de vidéos en haute définition, des délais de téléchargement plus courts, des échanges en temps réel, plus de confort sur les applications en ligne. Ça va à une vitesse assez intéressante. Il reste à voir si, en situation réelle, on aura la même vitesse. Si c'est effectivement la même vitesse, je pense que c'est un pas de géant par rapport à la communication au niveau du Bénin. Je suis très impressionné en fait. J'ai utilisé la 4G hors du pays, c'était très rapide. Donc quand on m'a dit que la 4G ici, j'ai été un peu sceptique, mais là, ça va. Je crois que MTN a gagné le pari, oui. Il y a des choses à corriger. Mais nous avons tous vu que MTN avance dans la bonne direction. Et ça, on ne peut que l'encourager pour ça. MTN Bénin est le premier réseau mobile à amorcer cette révolution. L'objectif est d'accompagner la vision du gouvernement, celle de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. Le mois de Ramadan suit son cours avec le carême ponctué de prières et autres dévotions à Allah. Mais tous les musulmans ont-ils les mêmes pratiques durant ce mois béni et même en dehors du Ramadan? La question a inspiré la rédaction qui est allée vers la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya de Cotonou dans la mosquée à la descente du à la sortie de Cotonou. Patrick Jossou et Igor Ersor. Une mosquée imposante d'un blanc éclatant. À l'entrée, les chaussures des retardataires. À l'intérieur, une étagère où stationnent les chausses des prières plus ponctuelles. De ce côté-ci, on fait l'ablution, une opération à laquelle même les enfants n'échappent pas. Bienvenue à la mosquée de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Cotonou, où, en ce 16e jour du Ramadan, l'on écoute religieusement le sermon pré-prière. À la Jamaat de Cotonou, toutes les 30 nuits du Ramadan ont une thématique présentée et débattue. Citons entre autres, pour la première nuit du jeudi 18 juin, pourquoi le jeûne du Ramadan a-t-il été constitué par Allah? La 15e nuit, par exemple, a comme thème le but et les objectifs de la fondation de l'Ahmadiyya. On en retient quelques mots ici.
Dieu a informé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabka min al-Quran illa rasmuhu wa masajiduhum amiratun wa hiya akhrabu min al-huda, que le temps viendra, ils auront beaucoup de musulmans. Et vous ne trouvez pas la crainte de Dieu, vous ne trouvez pas l'amour de Dieu, vous ne trouvez pas l'amour de prochain. Et en ces temps, Dieu va envoyer son réformateur, Messie promis, Imam al-Mahdi, qui est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Islam Qadiani, pour réformer la religion musulmane, mettre la foi dans l'islam. Mais pourquoi y a-t-il chiites, sunnites et Jamaat Ahmadiyya pour le seul et même islam, qui loue le même et seul Allah? Mais pourquoi il y a plusieurs groupes? Parce qu'il y a plusieurs commentaires sur le Coran. Fondé le 23 mars 1889 en Inde par Hazrat Mirza Ahmad, la Jamaat est présente sur tous les 5 continents et dans plus de 197 pays, dont le Bénin est Dahomey, où elle est implantée depuis 1967. Comment un bon musulman de la Jamaat fait le carême du Ramadan? De s'abstenir, de manger, à boire, matin, l'aube jusqu'à le soir, coucher du soleil, c'est pas important. Tant que vous ne vous réformez pas, tant que vous n'amenez pas de bonnes conduites. Le mot Ramadan en arabe, c'est-à-dire le chaleur de l'amour. Ramadan, c'est-à-dire de l'amour qui sont mis en conjointe, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Donc, dans ces mois bénis, c'est les musulmans qui cherchent l'amour de Dieu, en priant, en adorant, également, qui renforcent leur adoration par les actes, en prochant les démunis pour l'aider. L'islam n'a rien à voir avec le gaspillage de nourriture et gaspillage de l'argent. Sans gaspillage, oui. Et cela se lit ici sur les affichettes. L'eau directement du robinet, non. Dans l'arrosoir d'abord, oui. Et juste la quantité suffisante. Et le s'il vous plaît montre la politesse de cet impératif à la Jamaat. Pourquoi les femmes ne sont pas obligées de venir prier dans la mosquée comme que les hommes? Dieu n'a pas obligé de venir à la mosquée parce que les femmes sont dans le jour de règle. Ils ne peuvent pas venir à la mosquée. La femme, elle est difficile de venir à la mosquée avec bébé. Donc, la femme reste à la maison. Dieu n'a pas obligé la femme comme les hommes. La femme peut-elle être imam selon la Jamaat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a 124 000 prophètes qui sont venus pour sensibiliser le monde. Parmi 124 000 messagers, il n'y a aucune femme que Dieu a envoyée comme un prophète. Dieu a parlé avec les femmes. Et il n'y a aucune femme que Dieu a lui confié cette tâche de prophète d'être imam. Et pourtant, avant l'entame du jeûne, c'est la femme qui donne le top par la bonne cuisine. Mais pour la rupture du jeûne, c'est tout un art. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a mis la bénédiction pour rompre les carèmes avec le date. S'il ne se trouvait pas les dates, il se rompait les carèmes avec l'eau pure, l'eau pure. Mais s'il ne trouvait pas l'eau aussi, il prenait un peu du sel, il mettait dans sa bouche et il se rompait les carèmes. À la 30e nuit, le vendredi 17 juillet, on aura les conseils du Saint-Prophète pour la fête de l'Aïd el-Fitr. On ne peut que souhaiter atteindre le 30e jour avec joie et paix. Nous avons passé les élections législatives, le communal, en paix. Alhamdoulilah, nous remercions Allah. Nous approchons vers les grands combats, c'est-à-dire le 28 février 2016. Que Dieu fasse que la paix règne à notre patrie et nous puissions sortir de cette procédure démocratique avec la paix et par le Bénin, que Dieu amène la paix dans le monde entier. La paix déjà en salutation. La paix avec vous, vous avec la paix. Assalamu alaikum, malaikum salam. Le mois de Ramadan, moment de jeûne et de prière pour la communauté musulmane à Gbetagbo, commune d'Abomey-Calavi. Les fidèles de cet arrondissement étaient réunis dans la mosquée vendredi dernier pour la traditionnelle prière du jour. Ibrahim Lawani et puis les Amidio Laonik Pekon ont assisté à cette séance de prière. La grande prière du vendredi à Gbetagbo, commune d'Abomey-Calavi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'imam de la mosquée prononce le sermon du jour, le khutba en arabe qui précède la prière. سئل عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان.
L'imam met les fidèles musulmans en garde contre le non-respect de certaines prescriptions du prophète Mahomet. Normalement, avant de prier, on doit faire l'ablution. Maintenant, il y a certains qui prient sans faire l'ablution. Donc tout ça là ne sont pas du tout bons. Donc on nous a dit de copier ce que le prophète a fait. On doit suivre le chemin du prophète. Après 16 jours de jeûne et de prière, les fidèles musulmans rendent grâce à Allah. Vraiment, on remercie le bon Dieu qui nous a montré le mois là. C'est un mois béni. Le temps qui reste, qu'il nous donne la force de finir ça. Ça se passe bien. Les 10 dernières nuits de jeûne, marquées par des veillées de prière, revêtent un caractère particulier. Elles sont en effet chargées de bénédictions. Oui, on fait des prières qui sont très importantes. Les prières là sont très importantes et le imam a dit dans ces 10 jours-là, ça a beaucoup de bénédictions. Chaque musulman n'a qu'à faire tout possible pour servir la sainteté avec ces derniers jours qui nous restent là. Encore une douzaine de jours pour célébrer l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Dorothée Gounou, nouveau gouverneur du Rotary International District 9102, succède ainsi à Maurice Edorn qui a gouverné ce club de 2014 à 2015. La cérémonie de passation de charge s'est tenue dimanche à Azlaï, hôtel de Cotonou, autour d'une soirée de gala. Ibrahim Nawani, Romaric, Zoman. Le nouveau gouverneur du Rotary International prend les rênes du district 9102 pour la période 2015-2016 avec à sa charge les 4 pays membres, le Bénin, le Ghana, le Niger et le Togo. Il a déjà sa feuille de route avec en priorité la lutte contre la poliomyélite. Le Rotary vient d'allouer 40 millions de dollars aux activités de vaccination contre la polio dans 10 pays. Ces fonds permettront de mettre à profit les progrès réalisés par le Rotary et ses partenaires dans leur effort d'éradication de la polio. Le Nigeria n'a plus connu de cas de polio depuis le 24 juillet 2014 et l'Organisation mondiale de la santé pourrait le retirer de la liste des pays endémiques dès septembre 2015. Le gouverneur sortant se félicite pour sa part d'un bilan satisfaisant. Nous sommes passés de 2020 membres le 1er juillet 2014 à 2081 membres provisoirement au 30 juin 2015. La collecte de dons en vue de la participation de notre district 9102 à l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les 4 pays. Au total, c'est environ 600 000 US dollars qui ont été alloués cette année à titre des actions. Le Rotary International, créé il y a 110 ans aux États-Unis, est une association de réseau, de bienfaisance et de charité. Ses membres sont issus des milieux d'affaires, des professions libérales et des services publics. À l'étranger, maintenant, à Kaboul, le jardin historique de Babour se trouve en plein cœur de la ville, un havre de paix dans la capitale afghane, ravagé par les conflits et les affrontements depuis 30 ans. Reportage. Un rendez-vous amoureux en plein cœur de Kaboul. 35 ans de conflits ont ravagé la capitale afghane. Mais les jardins de Babour y offrent un havre de paix et de verdure, sans checkpoint ni kalachnikov. La plupart du temps, nous venons ici avec nos amis pour faire des pique-niques et passer le temps. Nous aimons venir ici souvent. Les Afghans ont beaucoup souffert au cours des dernières décennies de guerre. Ça fait du bien de venir ici et de faire une pause dans les études. C'est aussi ressourçant de voir la verdure du parc. Construit au XVIe siècle par l'empereur moghol Babour, les jardins ont été restaurés par la fondation Aga Khan après la chute du régime taliban en 2001. Le principal défi, c'était le déminage, car les jardins étaient sur la ligne de front entre les factions en guerre, et il y avait de nombreuses mines et d'autres types d'explosifs qu'il a fallu localiser. Ces 11 hectares de jardin constituent un rare lieu d'accueil pour les événements festifs. Mais à Kaboul, les centres culturels sont devenus des cibles de choix pour les talibans. Alors ici, les visiteurs laissent leur peur à l'entrée. Il y a des soldats afghans qui gardent la porte principale. Ils fouillent tous ceux qui entrent. Donc ce serait difficile pour un terroriste de se faire exploser à l'intérieur.
Mi-mai cette année, une attaque contre une résidence où devait se tenir un concert a fait 14 morts. Alors que les talibans ont lancé leur traditionnelle offensive de printemps, la petite bulle des jardins de Babour est plus fragile que jamais. Avant de nous séparer, quelques rendez-vous. Tout à l'heure à 21h, 3D, dossier du dimanche. Comme thème ce soir, OGM, organes génétiquement modifiés, menaces ou opportunités. Céleste Mara vous donne rendez-vous tout à l'heure donc à 21h. À 22h, unis pour toujours votre émission. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Amandine Agnabossou pour le JT Soir. Merci et à demain.